Donc c'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Freegom. On est avec Axel, je te laisse te présenter rapidement sur ton background et ce que tu fais aujourd'hui du coup avec Freegom, de ce que j'ai compris. Axel Gobert, CMO de Freegom, cette magnifique entreprise. J'ai une agence marketing qui fait du copywriting, du lead gen, des processus de vente de marketing digital principalement. Et voilà, j'ai fait pas mal d'argent en direct response marketing moi-même. Ok, ça marche, très clair. Est-ce que tu peux nous expliquer Freegom en deux phrases pour changer? En deux phrases, allez. Freegom, c'est une entreprise qui cherche à... une entreprise, c'est un projet d'épine. Donc c'est une infrastructure physique décentralisée de réseau pour héberger les blockchains et les booster. En gros. Donc Ok, on prend un petit boîtier qui s'appelle Free, on l'installe chez le particulier, il se prend des coms de validateurs, donc il gagne de l'argent en faisant ça, ça consomme pratiquement pas d'électricité et il héberge les blockchains en les boostant. Voilà. ok. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur le produit en lui-même. Concrètement, tu boostes les blockchains. Donc pour l'utilisateur final, par exemple moi qui veux faire un swap sur Ethereum, qu'est-ce que j'y gagne? En quoi Freegom booste la blockchain? Moi je dirais deux choses simples. Ça réduit la latence en fait, ce qui fait que tu as des délais de transaction qui sont plus rapides, tu as moins de queue. Donc c'est-à-dire on n'augmente pas le taux de transaction par seconde, parce que ça c'est le problème d'Ethereum. Par contre, la durée de validation baisse en fait. Donc c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme quand tu rentres à Disneyland, tu vois. Tu arrives pour acheter ton ticket, il peut y avoir une énorme queue, ok. Et à l'intérieur, ça peut être bouché, tu vois. Bah, nous, en fait, on optimise le parc pour que tu achètes ton ticket. Ça prend le temps qu'il faut parce que c'est pas vraiment notre problème. Mais après, quand tu arrives, c'est super fluide en fait. Tu vois, et ça glisse tout seul, quoi. Donc ça, c'est le premier truc, c'est on réduit le temps des transactions. Et deuxième truc, on réduit la congestion, je dirais plutôt. Et deuxième truc, c'est on réduit les frais. Voilà, Ok. ça va de pair. Donc théoriquement, je fais une transaction, je paye moins de frais et c'est plus rapide. Voilà. Ok, nickel. Et du coup, comment est-ce que vous réduisez ça? De ce que j'ai compris, c'est un protocole TCP/IP. Rina, est-ce que tu peux nous faire un petit contexte historique de ce que c'est? Ouais, bien sûr, avec plaisir. En gros, c'est très simple. Il faut regarder qu'est-ce que les blockchains utilisent. Les blockchains utilisent Internet. Rien de sorcier. Internet, le protocole de communication qui est populaire, que tout le monde utilise actuellement, c'est ce qu'on appelle le protocole TCP/IP. Adresse IP, vous comprenez. Et le truc, c'est que ça a été créé dans les années 70, ça a été commencé à être utilisé dans les années 80, mais le problème, c'est que on n'a pas la même utilisation d'Internet que dans les années 80. Il y en a qui vont faire des live streaming, d'autres qui vont jouer aux jeux vidéo, d'autres qui vont faire de la blockchain en fait. Et donc tout ça, ça fait que la blockchain, ça fait que Internet est extrêmement surchargé, c'est extrêmement congestionné, et ça donne voilà, tu as la 3G+, après tu as la 4G, après tu as la 5G, tu auras peut-être la 6G, et en fin de compte, je sais pas pour vous, moi les amis, mais j'ai jamais l'impression que de la 4G à la 5G, il y a eu une grosse amélioration, Ouais. alors que moi, on me disait tout le temps, ouais, la 5G, ça va être un truc de fou, alors que c'est des petits trucs peut-être, tu vois. Donc on est toujours obligé de rajouter des couches, des couches, des couches. Parce qu'on utilise toujours le TCP/IP qui a été créé il y a 40 ans, quoi. C'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Donc pour votre Wi-Fi, les amis, vous utilisez le TCP/IP, c'est le protocole de communication. Nous, on vise à, on va dire, encapsuler ce protocole de communication pour le remplacer par un autre qui s'appelle le protocole, c'est le projet RINA, en fait. À savoir que ça a été inventé, ça a été créé par des personnes qui ont participé au TCP/IP, en fait. Donc c'est des gens, ils savent de quoi ils parlent. Ils ont créé ce truc-là, ça fonctionnait très bien dans les années 80, mais après, pour ce qu'on a fait d'Internet, ils se sont dit, waouh, là, il y a un problème, ils ont créé le RINA pour améliorer ce truc-là. Donc les créateurs du TCP/IP, le protocole qu'on utilise aujourd'hui pour aller sur Internet, ils ont aussi créé Rina. Voilà, C'est en ça. part, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont contribué au TCP/IP ont également créé le protocole, le projet RINA. Donc, Et donc pourquoi on n'utilise pas Rina? voilà, bah ça c'est une très bonne question. Mais en fait, il y a des tas d'inventions dans le monde qui sont géniales et malheureusement, on ne les connaîtra jamais. Donc, le problème des tech guys avec qui j'ai pu parler, la plupart de leurs problèmes, c'est que ces mecs-là, ils sont très forts pour développer des solutions innovantes, etc. Par contre, pour, euh, pour vendre leurs solutions, ils sont pas toujours très bons, tu vois. Et ça, je le sais parce que j'ai parlé en fait à ces mecs-là qui ont contribué à Rina.
Et j'ai vu marketing, ouais, pas trop, vendre, pas trop, etc. Bah, même la partie business, parce qu'il faut quand même de l'argent pour pouvoir se déployer. Donc, Ouais, il faut mettre un business model sur ça, quoi. c'est ça. Et ben voilà, c'est un projet open source. Oui, voilà. C'est à l'époque, tu vois, enfin, c'était pas branché blockchain, etc. Donc ils n'ont pas pu lever des fonds parce que maintenant, ce qui est bien, et je trouve ça magnifique avec le blockchain, c'est que les gens sont assez obsédés par la tech. Donc c'est-à-dire, tu peux avoir un projet blockchain qui est très innovant. Tu auras des gros fonds d'investissement, tu auras des grosses blockchains, tu peux être partenaire de blockchain, etc. qui vont te financer en fait pour et même tu peux faire du crowdfunding avec des ICO, etc. Donc tu peux te développer si tu as une tech qui marche bien. Il faut évidemment du marketing parce que tu as besoin de marketing dans tout, et c'est d'ailleurs mon rôle. Mais ces mecs-là, voilà, ils sont arrivés dans une période, parce que le projet RINA a été publié pour la première fois publiquement en 2008, dans un bouquin de John Day, qui est l'un de nos advisors. Et en 2008, il n'y avait pas de blockchain en fait. Enfin, c'était pas populaire, Ouais. tu vois. Et donc voilà, en fait, pourquoi on n'utilise pas RINA? Il y a la blockchain Cardano qui utilise des briques de RINA, mais pas totalement, parce que en même temps, eux, c'est pas un projet d'épine. Et nous, on vise à utiliser RINA à son plein potentiel, en fait, pour booster le blockchain. Évidemment, on a nos algos, on a notre tech, etc., avec ça, en lien avec ça, mais c'est l'un de nos gros traits de différenciation. En fait. Ok. Donc, pour résumer un petit peu, Frigom déterre une technologie qui s'appelle le projet RINA, qui a été publié en 2008 par John des Day. personnes qui ont créé aussi le TCP/IP, qui ont contribué à tout ça. Donc Frigom déterre ce fameux projet qui permet de résoudre, j'ai envie de dire, tous les problèmes dans le monde, dans le monde de la tech en tout cas, Ouais. C'est-à-dire le trilemme des blockchains, Ouais. et aussi sur la partie Web 2 et IoT. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, Déjà, quelle est la problématique? Tu disais qu'Internet, on passe de la 3G à la 4G, mais c'est pas plus rapide. c'est ça, c'est surtout ça pour le point Web 2, c'est que nous on améliore le protocole de communication, à savoir que actuellement avec le protocole TCP/IP, il y a plein de failles. C'est-à-dire que tu as besoin de firewall pour te protéger parce qu'il y a des tas de virus sur Internet, tu as besoin de faire attention à plein de trucs en fait. Et RINA a été pensé pour être imperméable au virus. Voilà. Alors je sais que les gens qui nous écoutent, qui sont dans la tech, qui diront attention, il faut jamais dire que c'est impossible de hacker, etc. C'est toujours possible à un moment donné. Euh, oui, peut-être, mais en attendant, actuellement, personne n'a jamais hacké RINA pour le moment. Ça, c'est le point Web 2. Et également, sans parler non plus de la vitesse que ça va engendrer, étant donné que la congestion va être grandement diminuée. Maintenant, d'un point de vue IoT, par exemple, Frigom, nous, on vise à convertir l'IoT en BOT via nos procédés pour justement sécuriser. Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu branches ton thermostat, que tu branches ta serrure connectée, que tu branches ta balance connectée, peu importe, quelque chose à Internet, en fait, ça va évidemment, il va y avoir des brèches et des hackers ingénieux vont pouvoir accéder à ta propriété privée. Parce que le protocole TCP/IP, excusez-moi, a des brèches dans son programme, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est à sécuriser les IoT en les transformant en BOT afin de rendre des villes, on va dire, intelligentes dans le futur pour que la domotique et des villes modernes ne soient pas juste un fantasme de science-fiction, mais que ça soit possible, en fait. Donc, vous voyez bien, Frigom, c'est bien plus que juste une infrastructure décentralisée pour héberger des blockchains. C'est un écosystème. C'est même du coup pour héberger tout Internet, Web 2 et Web 3. Si on reprend un peu la chaîne logistique, on va voir les fournisseurs d'électricité, puis les hébergeurs, aujourd'hui Amazon Web Services. Ensuite, on a ce fameux protocole TCP/IP qu'on utilise toujours alors que le truc il a 40 ans. Ensuite, on a Internet, le clean web, le Web 2, le Web 3, Layer 1, Layer 2, Layer 3, peut-être plus. Layer Donc, 18. En fait, moi je parle côté blockchain surtout, les développeurs sont constamment à se dire ok, Ethereum a un problème, peu importe la blockchain en proof of stake, donc on va rajouter des layers pour déporter une partie de cette activité dessus pour décharger Ethereum. Sauf que du coup il y a peu de personnes qui le savent et puis c'est complexe à développer, donc c'est pour ça qu'il n'y a que Frigom aujourd'hui sur ce projet-là, qui utilise ce projet RINA, parce que du coup
au lieu de rajouter des couches, au lieu de mettre des pansements sur des trucs qui ne marchent pas, eh bien, vous venez agir à la source, à la base de tout, qui va héberger tout le Web 2 et tout le Web 3. Donc, en gros, la solution, ça résout la scalabilité, sécurité, la décentralisation également pour la partie Web 3. Mais du coup, c'est vraiment un big projet. Donc moi, j'ai une question qui me vient aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus du CEO, donc Bernard, qui est CEO de Frigom. Ça paraît vraiment le gros projet d'une vie, irréalisable pour la plupart des personnes, et une boîte qui va être compliquée à aller jusqu'au bout. Donc, d'après toi, est-ce que Bernard est une bonne personne pour mener à bien ce projet? Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais alors déjà, disclaimer, Bernard, c'est mon père, d'accord. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Il n'y aura pas de « mais attention, c'est son père !» Je le dis, les amis, il n'y a pas de problème, mais je reste objectif. Donc, il a commencé ce projet bien avant que moi je le rejoigne, en fait. D'ailleurs, il possède un brevet technologique. Il a avancé beaucoup d'argent de sa propre poche, de ses fonds personnels, à tel point que ça lui tenait à cœur et qu'il sentait qu'il y avait une réelle opportunité. Donc, il possède un brevet technologique dans plusieurs pays du monde, hein, c'est pas juste en France. Et donc, plus pour parler de sa personnalité, en fait, moi je dis toujours que mon père, c'est quelqu'un qui est obsédé, en fait. Quand il a une idée en tête, il va y aller jusqu'au bout. Et ça, c'est un truc, ça s'est vérifié plusieurs fois, rien que pour contacter certains advisors, comme par exemple John Day. John Day, c'est un mec qui est extrêmement dur à contacter. C'est un grand rechercheur, un grand ingénieur réseau, qui donc a semé... En fait, c'est les mecs qui ont généralement plus de 200 de QI. Enfin, je sais pas combien il a de QI, mais c'est le mec, il va mettre des faux Gmail, etc. Il va mettre des fausses adresses mail, des faux protons mail, etc. Juste pour te mener en erreur. Et en fait, tu dois déchiffrer quel est son vrai truc, etc. Via des puzzles, il te renvoie toujours vers un truc, vers un autre truc. Et il a réussi, en scannant genre avec ses yeux, genre 15 études ou je sais pas quoi, à trouver son vrai truc. Donc mon père, c'est vraiment un battant, en fait, qui, quand il a un objectif en tête, il y va. C'est un truc de malade. Si je dois parler de son expérience, donc il a travaillé dans le commerce international, et d'ailleurs au Brésil, à l'époque, c'était l'un des premiers à avoir fait du commerce avec la Chine, en fait. Son associé était chinois à l'époque, et en fait, donc, il arrivait à commercer donc, entre la Chine et le Brésil dans les années 90. Il a également eu une start-up. C'était une start-up de fintech, hein, c'était en 2003, 2004, moi j'étais un gamin, tu vois. Mais je sais qu'en fait, il développait une sorte de fintech bancaire pour l'Afrique à l'époque. Donc il était quand avec même... de la crypto. Il avait créé la crypto, quoi. Mais voilà, donc il était déjà dans ce truc-là. Et en fait, voilà, il a pas mal d'expérience même en de ce que tu me construction. Dis, du coup, en négociation de businessman. C'est un entrepreneur depuis plus de 30 ans, en fait, c'est ça. Donc c'est un mec qui a beaucoup d'expérience dans le management. Il sait résoudre les problèmes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est la grosse qualité de mon père, c'est qu'il est obsédé. Quand il repère un problème, donc une opportunité, il y va jusqu'au bout, quoi. Ok, ça marche. Écoute, merci. Pour terminer, on va pouvoir parler du coup d'un point de vue plus marketing et concrètement le produit c'est quoi. Donc vous avez deux offres, une B2C, une B2B. Est-ce que tu peux nous dire peut-être d'abord la B2B, comme je sais c'est assez light là-dessus et vous ne voulez pas trop en dire pour l'instant? Ouais, c'est assez confidentiel parce qu'on utilise de la technologie qui pourrait être utilisée pour la NASA, quoi, grosso modo. Donc, horlogerie suisse. c'est ça, c'est un peu la. Voilà, regardez mon t-shirt. La Ferrari du BTC Miner. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez compris. Le B2B s'adresse principalement au proof of work, donc les blockchains comme Bitcoin. Où en fait, nous, on va, au lieu d'avoir des fermes de minage avec 2000 appareils à l'intérieur, tu vois, vous aurez une seule armoire, une seule supercalculateur en fait, qui contient ce qu'on appelle de la deep technologie pour justement valider des nœuds Bitcoin. Alors, je ne donne pas de précision en disant combien un supercalculateur est égal à combien d'ASIC mineurs ou je ne sais pas quoi. Je ne peux pas révéler ces informations publiquement, c'est un contrat privé, on va dire. En gros, vous pouvez aussi scaler
d'une part les revenus d'une ferme de minage et d'autre part un petit peu la blockchain Bitcoin également. Ouais, c'est ça en fait. On va dire que, en fait, nous, vraiment, on va s'attarder sur le minage. C'est-à-dire que pour les professionnels, on veut rendre leur activité plus rentable en fait. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, je crois de tête, hein, je crois que 100 machines, 100 mineurs, il me semble que ça, 100 ou 200, je me souviens plus exactement. Mais il me semble que ça consomme vers les 400 000 watts, d'accord. Alors que nous, en fait, pour à peu près une puissance assez similaire, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas contractuel ce que je dis, d'accord, je peux pas révéler les nombres exacts. Nous, on va consommer, donc tu peux réduire ta facture électrique de Donc en effet, rien qu'avec ça, la rentabilité augmente beaucoup rien que ça. parce que c'est le nerf de la guerre, ton prix d'électricité. Ouais, c'est ça. Et en plus, on a une puissance de calcul qui est exceptionnelle, en fait. Tu vois. Ok. Et concernant du coup la partie B2C, plutôt, voilà, je suis un particulier, le boîtier Frigg m'intéresse. Comment ça se passe, qu'est-ce que je peux y gagner, combien ça coûte, même si je sais qu'en d'un point de vue commercial, c'est pas encore défini à 100%. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Ouais, très, très, très bonne question. Alors, déjà, le boîtier Frigg, alors, donc là, on ne s'adresse pas au proof of work, on s'adresse au proof of stake, donc les blockchains comme Solana, Ethereum. Une majorité des blockchains où il y a des smart contracts dessus quand même. C'est ça, voilà. Et sur ces blockchains-là, en fait, il y a une particularité qui est intéressante, c'est qu'elles n'utilisent pas l'électricité comme ressource pour leurs transactions en fait. Là où Bitcoin va mobiliser de la ressource électrique pour miner des blocs, les proof of stake n'utilisent pas ça. Donc notre boîtier utilise très peu d'électricité en fait. Il utilise très peu d'électricité et il va venir sécuriser les transactions via nos algorithmes, on va dire. Ce qui fait que nous, on est sous les blockchains, on ne rajoute pas des layers encore, là, infinite layers. Ah, donc tu es hébergeur de blockchain. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, quand tu prends cette petite boîte qu'on appelle le Frigg, tu le plugs sur une prise électrique, tu suis les 2-3 étapes dans notre manuel qui sont très claires et très simples. Nous, on a simplifié un maximum la blockchain pour que monsieur tout le monde puisse commencer à en profiter. Et tu généreras tout simplement de l'argent, en fait. Ok. Mais pas du stacking à 1% par an, tu vois. Ouais. Je dis un truc un peu ridicule, mais c'est un peu ça le problème, c'est que là, tu viens générer des commissions de validateurs. Ouais. C'est beaucoup plus juteux pour l'utilisateur. Bah, si je prends un exemple concret, aujourd'hui, quand on est sur la blockchain, on fait une transaction, on paye des frais de transaction on-chain. Et si on est sur un exchange, on paye des frais sur l'exchange, mais peu importe. Donc sur les transactions on-chain, notre transmission de données, notre transaction crypto, passe du coup par des serveurs et par l'infrastructure TCP/IP également. Mais du coup, dans tous les cas, on paye déjà des frais. Donc Frigom utilise le projet Rina qui est open source depuis 2008. Donc vous utilisez quelque chose qui est déjà existant. Et pareil pour les frais, pour la création de valeur. Eh bien, vous ne réinventez pas la roue, vous ne rajoutez pas des frais, vous les sortez n'importe où, c'est des choses qui existent déjà. Vous optimisez, c'est un deal gagnant-gagnant pour l'utilisateur final, ça va être plus rapide, ça va être moins cher. C'est un deal gagnant pour les blockchains parce qu'elles vont pouvoir scale et développer plus d'applications décentralisées. Et du coup, comme tout le monde est gagnant, paye moins d'argent, paye moins de frais, vous pouvez aussi vous permettre de prendre un petit frais dessus pour ce service qui permet de se déployer encore plus C'est ça. d'un point de vue géographique. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Ouais, tu as très bien résumé. Ok, ça marche. Je crois que j'ai fait le tour. Si jamais, je vous mettrai en lien en description une autre vidéo où on parle plus des narratifs d'Epine, où là justement on fait un gros lien avec Helium Network. Et puis en tout cas, merci pour toutes ces infos sur Frigom. Et puis on va suivre de près l'avancée cette année. Merci à toi de m'avoir invité.